Bienvenue dans la famille Malocène. Accrouille-toi! Les papas ne restent jamais longtemps, à l'inverse des emmerdes qui ont ici leurs habitudes. T'es un porc, Jérémy. Putain. Mais Jérémy, t'es obligé de parler comme un chartier. On s'en fout, j'avais débranché le petit. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont à toi, tous ces enfants? Non, c'est mes frangins, mes frangines, quoi. Transit de Saturne sur le Saturne radical, Benjamin. C'est Thérèse, elle cause aux étoiles. T'es trop superstitieuse, ma vieille. Et moi, je dois juste équilibrer ce grand jeu familial. Et d'un coup, un feu d'artifice d'explosion. Feu dentifrice? Oui, un feu d'artifice. Qu'est-ce que là, Julius? Chaque fois qu'il fait des calculs rénaux, il y a une naissance dans la famille. C'est quoi le calcul rénaux? Alors. C'est quand tout ce que tu chies, c'est multiplié par 2. C'est pour ça que ça s'appelle des calculs. Non, me dis pas que je me suis attaqué à la saga Malocène. Non, quand même, parce que là, je te promets, ça m'a mis une pression. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une grande naïveté en voulant adapter ce bouquin. Parce que je me suis pas rendu compte, en fait, de dans quoi je mettais la main. Dans un engrenage, à savoir, et une œuvre très compliquée à adapter au final. Ce que j'ai pas du tout vu, en fait, quand j'ai lu le bouquin, quand j'ai relu le livre, avant d'aller voir Daniel Pénac, au théâtre, il lisait un texte de Melville, et j'ai voulu aller le convaincre que j'étais vraiment motivé pour adapter son œuvre. Et je dirais aussi la pression de tout son public, parce qu'il a un nombre de fans incroyable, des gens qui sont des fans vraiment qui vivent la famille Malocène comme des personnages vivants. Et du coup, j'ai découvert tout ça, je dirais presque après. Non pas que je l'avais pas complètement occulté, mais... Et tant mieux, je dirais. Aux innocents, les mains pleines, comme on dit, et j'y suis allé de bon cœur, et c'est plus tard qu'en ayant mis les mains dans le moteur, et quand je commençais à avoir du cambouis jusque-là, et que je commençais à me dire, bah tiens, comment je vais adapter cette histoire, j'ai vu les difficultés arriver, et les doutes aussi qui sont arrivés. Donc je dirais que c'est un film joyeux, qui s'est fait dans un climat un peu de stress quand même, parce que il fallait pas décevoir Daniel Pénac, c'était vraiment pour moi hyper important qu'il puisse aimer le film, pas décevoir ses fans, et en même temps, se dire qu'un film n'étant pas un livre, il fallait qu'il y ait une translation. Et l'adaptation littérale n'était pas forcément la bonne façon de faire. Il fallait savoir prendre du recul pour mieux servir le film et avoir la même sève entre les deux. Donc je dirais que Daniel Pénac, c'est le papa des Malocènes, et moi je suis le cousin des Malocènes, j'espère. Mais je pense aussi peut-être cette énergie presque insouciante, et le fait que je sois un jeune réalisateur, je sais que ça lui plaisait. Ça lui plaisait dans le fait de dire, c'est quelqu'un qui est en construction. Peut-être le côté un peu adolescent qu'il y a chez Malocène, peut-être qui est un petit peu chez moi aussi. Et puis, je dirais une vraie envie forte, parce que je lui ai écrit une longue lettre après, je l'ai pas lâché, quoi. Je l'ai dragué un peu de force, mais en mode souple. De force et en souplesse. C'est vrai que du coup, je pense que ça a dû le toucher, en fait. Il s'est dit, voilà. Puis il voyait peut-être un peu chez moi le cancre que j'ai été, comme lui-même il a été cancre. Il y avait peut-être un point commun. Donc voilà. Donc en tout cas, il y a eu un truc entre nous qui s'est construit, et qui s'est construit sur plusieurs années, puisque maintenant ça fait, je l'ai rencontré en 2009, donc ça va faire 4 ans que je le connais, un peu plus, même 4 ans et demi. Et il y a une relation aussi d'amitié qui s'est construite, parce que voilà, comme quelqu'un qui dirait, tiens, prends le relais, je te fais un cadeau. Alors tout ça s'est fait avec des contrats et tout, mais il y a un moment, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Il m'a dit, approprie-toi les Malocènes, fais Au bonheur des ogres, fais-le comme il faut le faire pour que ce soit un film avant tout, et pas juste l'adaptation de mon bouquin. Et moi, je voulais que ça lui soit fidèle et que tout le monde s'y retrouve, mais il y avait ce beau cadeau qu'il m'a fait. Et pour moi, c'était un moteur énorme. Et une source d'énergie énorme. Et c'est les deux à la fois. Mais c'est une bonne tournure, j'aime bien comment tu présentes les choses, parce que c'est vraiment ça. C'est un conte pour les parents qui ont un autre niveau de lecture que les enfants. Et en même temps, l'idée, c'est que ça puisse leur parler aux deux. Et je pense que c'est la force de Daniel Pénac dans ses livres, c'est de faire cohabiter des choses extrêmement hard et extrêmement dark avec un univers où on passe un bon moment. Et c'est truculent, c'est kaléidoscopique au niveau des émotions, c'est extrêmement riche.
Et je pense que ce contraste-là qui est dans le titre, entre bonheur et ogre, qui sont antinomiques, c'était un peu le fil rouge de l'adaptation. Et moi, je pense avoir eu envie de cette espèce de choses contradictoires, à savoir, un peu comme quand j'étais jeune dans une famille de musiciens classiques, j'écoutais du hard rock et du métal, et je prenais autant de plaisir à faire du violon que écouter des sons saturés, par exemple. Et je trouvais de la beauté dans les deux. Et en même temps, pas forcément contradictoire, complémentaire, je dirais. Et du coup, voilà, c'est un film qui mêle une dimension polar, une dimension dark, dramatique, et en même temps avec un mood général qui est positif, qui est énergique, qui est fun, comédie, et du coup, je dirais que c'est l'avantage du conte. C'est qu'on peut raconter une histoire à un moment à un enfant en lui disant « Il était une fois une vieille sorcière dans une forêt, et en même temps on lui fait peur, et en même temps on le fait rire. » Et j'ai eu envie de faire ça. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a décalé la sortie de 6 mois. Parce qu'il y avait une difficulté à dire mais comment on présente aux gens de façon synthétique ce que c'est que ce film. Parce que justement l'envie c'était de faire quelque chose d'extrêmement complet et pas forcément dans une case. Et du coup ça en était la difficulté aussi. C'était la difficulté pour moi, pour toute l'équipe, pour les gens qui m'ont suivi, avec des moments de doute, de dire mais attends mais on va où là mais... Si, allons-y les gars, franchement allons-y, ça va être super. Mais avec ce fil rouge à suivre, et je regrette pas parce que le film il a son style, il a ses défauts, mais il a sa sincérité, quoi. Déjà, et puis aussi, je dirais, on sent qu'il y a culturellement toute une génération de gens, comme Raphaël avec qui j'ai fait le film, on a baigné dans un cinéma, je dirais, outre-Atlantique, cinéma de cinéastes qui font des films d'aventure, des films de divertissement intelligents, mais qui font des films, je sais pas, comme vous aimez qui c'est que Retour vers le futur, enfin c'est des films où... on est touché par les personnages et en même temps on est dans du spectacle. Je pense que on commence progressivement effectivement à se rendre compte que on peut se permettre, même si on n'a pas les mêmes budgets forcément qu'aux États-Unis sur des films français, et de faire cohabiter ces ambiances-là sur une œuvre extrêmement populaire française, parce que Daniel Pénac c'est un peu un tampon d'un auteur français qui a été prof, enfin je veux dire, et en même temps qui a réussi à faire quelque chose d'extrêmement moderne, extrêmement outre-Atlantique, parce que, enfin je veux dire, universel, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, parce que ça s'est vendu dans plein de pays. Oui. Donc c'est pas d'une histoire franco-française en fait. Il y a la touche Paris, le magasin, ce que ça évoque aussi, mais on joue un peu avec une imagerie d'Épinal, mais pas pour en faire quelque chose de trop sucré dans lequel on se complaît, mais plutôt pour être à un point de départ pour dire mais et si on faisait des contes, des films de fées qui se passaient à Belleville. C'est un conte décor de conte, quoi. C'est vraiment un conte pour moi, et c'est un conte moderne, c'est des ogres en costard cravate, mais les ogres qui mangent les enfants dans les contes de Perrault ou les contes de Grimm et tout ça, c'est une symbolique d'ogres modernes qui sont, quand je dis modernes, c'est parce qu'on en voit parfois en regardant la télé. Alors, effectivement, il y avait cette adaptation de téléfilm que j'ai choisi de ne pas voir, parce que je savais que Daniel Pénac n'était pas forcément heureux de cette adaptation. Donc j'ai préféré pas aller comparer, ou je me suis dit bon, Malocène c'est quand même un personnage que énormément de gens connaissent, s'en sont fait une image, donc je me suis dit il faut pas aller chercher quelqu'un qui amène son image à lui trop forte. Donc je me suis dit il faut un acteur que les gens connaissent mais pas encore trop. Et puis j'avais rencontré Raphaël Persona sur la première fois que j'ai eu 20 ans. Il y a 10 ans quasiment. Moi je faisais de la régie, il jouait des rôles secondaires.
Et on s'était bien entendu. Et je l'ai revu dans La Princesse de Montpensier, de Bertrand Tavernier. Et là, j'ai senti qu'il avait une dimension d'énergie et de comédie très forte. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut pour Malocène, parce que Malocène, ça peut devenir un personnage passif et un peu mollasson. Et il faut quelqu'un qui amène justement cette ludicité, cette petite folie. Et c'est rigolo parce que ça correspondait bien en fait à ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir cette antinomie entre bonheur et ogre, à savoir de dire bon bah on va dans une direction puis en fait il y a le contraire. Par exemple, quand j'ai choisi Raphaël, le premier truc qu'on s'est dit c'est bon, il va falloir qu'on te mette dans une machine à laver et que le beau mec que tu es n'apparaisse pas spontanément à l'écran. Et c'était un deal entre nous quoi, on s'est vraiment fixé ça. Et c'est intéressant parce que du coup, ça... Je veux dire, quand on le voit comme ça, on se dit pas c'est Malocène. C'est l'inverse presque. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est rayonnant, Mais c'est là qu'il a fait un travail d'acteur formidable. C'est qu'il a vraiment construit une démarche, une pose. On a travaillé sur la coupe de cheveux, les fringues. C'est des petits détails, mais en fait, ça amène au final un truc qui fait que c'est une vraie construction de personnage. Monsieur Malocène est demandé au bureau des réclamations. Malocène, votre au boulot, contrôleur technique. Ça consiste en quoi exactement? Je suis là pour me faire engueuler. Ces armoires sont remplies de réclamations, Malocène. C'est le récit de votre incompétence. Jusqu'à ce que les clients qui posaient problème renoncent à porter plainte. On va vous ficeler, vous empaqueter pour les fêtes et vous descendre avec les ordures. C'est peut-être pas la peine d'aller si loin. Mais si. Mais non. Mais si. Moi, je suis bouc émissaire. Quel est le problème qui vous amène? Voici le responsable du service forestier. Le responsable du secteur lissage des cheveux. Tout est ma faute. Le résultat, Carbonisé. Tout le repas de Noël. seul un hareng a survécu. Mais c'est super cool. On me paie pour rester en enfance et pour te faire engueuler. Moi, on me file pas un rond. C'est sa force. C'est la force des grands comédiens. C'est de savoir non pas jouer sur des acquis, mais jouer des rôles. Et donc, construire et travailler. Et je pense que sa force de travail apparaît sur le fait que tout le travail qu'il a fourni en amont fait qu'à un moment, ça n'est plus lui dans le film. Il est devenu le Malocène. Et quand Daniel Pénac l'a rencontré, il lui a dit « Ah, te voilà enfin mon fils !» parce que... Et j'étais content parce que quand il l'a vu, je me disais pas... quand il l'a rencontré, je me disais pas « Bah tiens, il a le look Malocène », mais Daniel Pénac, il a une nouvelle fois donné sa confiance en disant « Voilà, bah, je vous fais confiance à tous les deux pour emmener le bébé au port. » Alors, Émir, c'était un fantasme du début. Le genre d'idée qu'on balance comme ça, presque sur le ton de la blague. Un joueur d'échecs serbe, un peu ours, qui vit dans le magasin, bah, c'est Émir Kusturica, et puis on se dit ça comme ça. Et puis en fait, moi j'ai continué tout en rigolant, à me dire, bah tiens, on va regarder l'idée quand même, ça serait génial. Je l'avais découvert dans L'aveu de Saint-Pierre de Patrice Lecomte comme comédien, parce que je connaissais ses films. Et je l'ai revu après depuis, mais... Et puis de fil en aiguille, bah, on est allé au bout de l'idée. Et c'est génial quoi, quand une idée qui est un peu fantasmée comme ça, un peu comme avoir La Samaritaine, c'était un peu la même chose. La Samaritaine, c'était un fantasme, et puis c'est devenu réel. Et je pense que ma vocation d'avoir envie de faire des films, c'est ça en fait, c'est donner vie, rendre réel, réalisateur, rendre réel des choses, notamment des rêves, et les faire exister. Et Bérénice Bejo, nous nous sommes rencontrés, elle était enceinte de son dernier enfant, et elle attendait la sortie de The Artist, et elle n'avait pas encore attaqué la tournée qui l'a embarquée pendant des semaines aux États-Unis pour les Oscars, où elle a été nominée. Ce qui était génial, parce qu'elle le mérite. Et j'ai rencontré une jeune femme ultra motivée pour le personnage de Tante Julia, qui aimait l'univers de Daniel Pénac. Et je me suis dit, tiens, elle amène un truc chouette, un truc ludique, un truc frais, qui pourrait, d'ailleurs pour Tante Julia, s'il n'y avait pas ça, l'amener vers quelque chose un peu croqueuse d'homme, un peu... presque pas vulgaire, mais... Et Bérénice, justement, je me suis dit, tiens, elle va pas du tout amener ça. Elle va amener la ludicité qu'il faut entre Malocène et Tante Julia. Ce que j'ai adoré en plus, c'est qu'il s'est vraiment approprié le personnage dans le scénario, c'est-à-dire qu'il réfléchissait, et on a trouvé des dialogues ensemble. Il y a une réplique à un moment où il casse tout le bureau de son père, et puis le personnage se tourne comme ça et il dit on va changer la déco. Et ça, c'est une idée de lui. En répète, il me l'a dit comme
comme si c'était en fait la synthèse en fait de ce qu'avait le personnage en tête. Il m'a sorti cette réplique et je me suis dit mais c'est génial, on la met dans le film. Et j'aime bien ça en fait, le moment où avec les acteurs la vérité fait que ça devient eux et plus quelqu'un d'autre. Moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que les enfants c'est une source intarissable d'énergie. Ils vous donnent énormément. Parfois les adultes donnent aussi, mais souvent même. Mais parfois ont des entraves, des inquiétudes, le regard des autres, la réflexion sur eux-mêmes, sur se dire où j'en suis dans ma carrière, tout ça. Les enfants, ils sont pas là-dedans. Donc, une fois qu'ils ont dit qu'ils vous accompagnaient, ils vous accompagnent. Et ils jouent avec vous, ils vous renvoient la balle, et un enfant peut jouer... c'est le terme jouer pour un acteur, jouer. Donc, on peut jouer des heures, et alors, tout ça dans un cadre réglementé. Mais je veux dire, il y a cette énergie brute, et moi ça m'a énormément appris pour travailler avec des acteurs adultes, de travailler avec des enfants. Parce que finalement, j'apprends à aller réveiller l'émotion primaire, je dirais, l'émotion primale, qui n'est pas de faire des grands discours toujours sur la psychologie des personnages. Parfois c'est trouver la blague qui fait rire l'acteur, qui fait qu'il a compris l'intention. Et je fais comme ça avec les enfants, et j'ai bien aimé. Effectivement, ça a été principalement le cas pour Raphaël et Mélanie Bernier, qui jouaient les scènes avec eux, et donc en famille, il y avait vraiment cette alchimie qui s'est créée. Ils ont été formidables, Mélanie et Raphaël, parce que c'était pas simple, je dirais, pour eux de se dire à un moment, c'est toujours les enfants qui passent avant, presque. Mais ils ont joué le jeu, et c'était ça qu'il fallait, je les remercie, parce que ça se voit à l'écran. Et puis après, pour les autres, j'ai appris aussi à travailler avec des gens d'une grande expérience, qui était évidemment moins le cas sur Temple Black, puisque les gens de grande expérience sur Temple Black, ils avaient des scènes plus petites. C'est génial de pouvoir travailler avec des acteurs qui ont un énorme métier aussi, et qui le mettent à disposition du projet. On se fait porter par eux, et ça c'est génial. Exactement, ça participait à la conception graphique de l'ensemble, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on avait la Samaritaine au milieu de Paris comme le nez au milieu de la figure, qui était un décor vide, qui attendait que nous, donc on s'est dit quand même ça serait absurde de ne pas y aller, donc on a tout fait pour y aller, ça a été un peu long parce qu'évidemment c'est toujours compliqué, les histoires d'assurance et compagnie, je vous passe tout ça, mais on a pu grâce à eux y tourner, à toute l'équipe qui nous a accueillis à la Samaritaine. Je les remercie d'ailleurs beaucoup parce que c'était un cadeau énorme qu'ils nous ont fait. Et effectivement, avant même de rentrer en préparation, on a fait une affiche préventive avec juste marqué Au bonheur des ogres en néon sur le toit du magasin qui était la Samaritaine. Et ça, c'est marrant parce que ce magasin vide, ça allait avec l'univers de Pennac, puisque dans le bouquin, ce magasin est fermé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un endroit dans lequel il se passe des choses étranges. Et nous, pareil, on avait envie de rentrer, de voir ce qui se passait. Et je pense que ça a participé pendant l'écriture et le fantasme de faire ce film, pour le passer au réel, cet endroit fantasmagorique, m'a aidé pour l'écriture aussi. Même si au final on n'y a tourné qu'une semaine, 10 jours sur les 11 semaines, mais c'était le squelette, c'était l'ossature, parce que le magasin est l'ogre en chef en fait dans le film et dans le livre. Je pense qu'il a fait la musique de la série Dexter. Ouais. Il a fait 35 films aux États-Unis, il a notamment fait les films de Jason Reitman, qui a fait Juno, qui a fait énormément de styles de films différents. Des films avec Jim Carrey, il a fait Les Chefs du Pentagone, Sideways, About Schmidt avec Jack Nicholson. Et c'est un mec adorable, vraiment d'une grande gentillesse, d'une grande générosité. On a fait des heures et des heures de Skype ensemble. Il savait que je venais d'une famille de musiciens et il savait que c'était important pour moi de pouvoir construire une narration musicale, et il m'a laissé la possibilité de travailler avec lui sans jamais me faire sentir que son expérience le plaçait dans une position où il fallait juste que je sois trop content de l'avoir. Et c'est là, et j'étais encore plus content de l'avoir du coup, parce que je le respectais énormément, et en même temps c'était un vrai échange, et on a pu vraiment travailler ensemble dans une relation vraiment vraiment top, et la musique est géniale.
Bah, je pense que il y a quelque chose dans le livre qui est que j'ai gardé en fait d'une certaine façon. C'est la dimension vraiment. Alors, christique, ça peut paraître bizarre parce que c'est associé à une religion et c'était pas ça que je voulais forcément, mais c'était dans le don de soi en fait. Voilà, dans le fait que le personnage donne sa vie pour ce qu'il aime. Et je pense en fait que c'est un beau cadeau. Voilà. Et du coup, je pense que son énergie, sa gentillesse et sa sincérité payent. Et je me rends compte que voilà que bah, on peut très bien dans la vie se construire en faisant ce qu'on veut, sans forcément écraser les autres et sans avoir besoin voilà d'amenuiser les autres. Et je pense que Malocène il est là-dedans. En fait, il est dans un truc où il a beau se prendre des torpilles et tout, bah il continue à aller de l'avant finalement à sa façon, avec la douceur, avec parfois énervement et tout, mais c'est un vrai gentil. Et je trouve que c'est ça qui finalement qui gagne en fait dans le film. Une suite de Bonheur des Ogres, je dirais que ça c'est vraiment corrélé maintenant à ce que va ressentir le public sur ce premier opus. C'est-à-dire que maintenant il faut vraiment attendre de voir comment les gens vont recevoir ce film pour savoir si il serait intéressant de réfléchir à la suite. Moi ça me passionnerait qu'on imagine la suite. À titre personnel sinon, j'ai actuellement en projet plusieurs projets, mais le prochain qui serait l'adaptation d'un scénario original qui s'appelle Un mari pour l'hiver et qui parle en fait d'une société matriarcale où les hommes sont entraînés pour s'adapter à la femme avec qui ils vont vivre. Donc c'est une espèce d'amour marketé, et ça va être une vraie histoire d'amour dans un univers où les vraies histoires d'amour n'existent vraiment plus trop en fait, et où cette jeune femme qui va finir par perdre son mari va rentrer dans cette société qui entraîne les maris pour des femmes. Et pour devenir formatrice, son épreuve de fin, ça sera d'entraîner son ancien mari pour une autre femme. Et donc voilà, c'est une sorte de comédie romantique dans cet univers-là. Et sinon, j'avance sur Soda, qui est l'adaptation d'une bande dessinée de Philippe Tom et Bruno Gazzotti, que du coup j'ai dû mettre un petit peu entre parenthèses pendant que je faisais Au Bonheur des Dogs, mais c'est un projet qui me tient en haleine depuis déjà longtemps. Et je suis proche d'ailleurs de Philippe Tom, que je vois souvent, parce qu'on y travaille du coup. Et là, on est en train de passer la seconde pour que ça voie le jour au plus vite.